Il existe une contrée oubliée par la géographie. Un chapelet d'îles flottant sur les eaux turquoises de la Caraïbe. Je suis au paradis et le fantôme de Christophe Colomb erre sans doute encore dans ce labyrinthe à la recherche d'une ouverture vers le Pacifique. Panama. Le raccourci vers les Indes est là, tout près. Colomb en est persuadé. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que les hommes vont finir par creuser 4 siècles après lui ce raccourci qui hante son sommeil et qui n'existe pas. Depuis ce temps-là, le paradis n'a pas beaucoup changé. J'arrive au Panama par la route des navigateurs. De là, je vais remonter l'isthme d'Amérique centrale, une route et 2 océans. Le canal sera le premier à m'offrir le Pacifique. Ensuite, je poursuivrai vers le poumon vert voisin, le Costa Rica, pour explorer la côte Caraïbe. Le bitume de la Panaméricaine sera mon fil d'Ariane pendant tout ce voyage, jusqu'à l'apothéose, les volcans, gardiens du Nicaragua. En accostant le rivage de Rio Sidra dans l'archipel des îles San Blas, je pars à la recherche du plus vieux fantasme du voyageur, la liberté. On raconte que l'esprit de la liberté coule dans les veines des Indiens Kuna. Leur territoire est un exemple unique au monde. Je foule la première terre indienne autonome des Amériques. Les Kuna ont toujours refusé la tutelle étrangère. Ils se sont même battus jusqu'au sang pour sauver leur terre. Depuis, dans la comarca, on n'hésite plus à affirmer son identité et à revendiquer son indépendance. Nous, on n'a rien à voir avec le Panama ou la Colombie. Moi, je ne suis jamais allé au Panama ou en Colombie. Même si aujourd'hui, le président de Panama est de notre côté, et nous sommes reconnus par le gouvernement des États-Unis. Nous avons des relations avec Panama. Nous avons des ministres, des avocats, des ambassades. Nos représentants se sont rendus à Panama pour parlementer, pour réclamer des aides, une coopération. C'est comme ça que nous cohabitons avec Panama. Pour pouvoir visiter le village, je vais devoir montrer patte blanche et glisser quelques billets verts à Constantin, le Saïla, le sage de l'île. Toi, tu n'aurais jamais eu le droit de venir ici avant. Jamais. Les anciens avaient peur des étrangers parce qu'ils ne les comprenaient pas. Ils ne parlaient ni anglais, ni espagnol. Ils avaient peur qu'on leur fasse du mal. Mais plus maintenant, car nous avons des écoles et nous faisons des études. Je reprends la mer avec une certitude. Les Kuna survivent libres et déterminés. Leur richesse est là, mais pour combien de temps ? Mon embarcation se perd à nouveau dans un dédale de plusieurs centaines d'îlots. Au détour d'une mangrove, Ramon et son neveu réclament leur dû aux éléments. La mer nourrit les Kuna et l'artisanat les fait vivre. Après avoir acheté quelques molas, le tissu traditionnel, je suis invité à partager le repas de Ramon et de sa famille. L'hospitalité des Kuna est celle des gens de la mer, de ceux qui aiment voir l'embarcation d'un visiteur égayer leur horizon rectiligne. Ici, c'est la chambre à coucher. On dort sur ces hamacs. On dort à 6 ici. L'île appartient à ma famille. Toutes les familles n'ont pas une île à elles. Les îles sont des héritages.
Et moi et mon frère, on a hérité de celle-ci. Mon fils s'est marié. Il a déménagé et travaille à Panama. Et mes filles, ça va dépendre de l'homme avec lequel elles vont se marier. Si l'homme travaille au Panama, elles le suivront. Sinon, elles vont rester. Mais moi, je préfère qu'elles restent. Mais je ne peux pas les obliger. Personnellement, je n'aime pas la ville de Panama, car il y a beaucoup de violence, de drogue. La vie est beaucoup plus agitée qu'ici. Je préfère vivre ici, à Cunayala. On va tout perdre. Les Kunas sont des êtres humains comme les autres. Et les problèmes augmentent à Cunayala comme partout. La drogue, la délinquance, l'immoralité, tout cela affecte notre territoire. C'est pour ça que le futur des Kunas n'est pas très brillant. La sagesse et la mer protègent les Kunas des envahisseurs depuis 5 siècles, depuis que les conquistadors se sont jetés à l'assaut du Nouveau Monde. Le dernier retranchement Kuna est fragile, je m'en éloigne discrètement. Le retour à la civilisation est brutal. Bruyante, décrépite, colorée, Colón est une ville attachante. Je m'y sens bien. Pourtant, elle traîne une mauvaise réputation de cité portuaire. L'insécurité et la pauvreté ont terrassé celle qu'on appelait la petite tasse en or. Colón a connu son heure de gloire, bâtissant les plus grandes fortunes panaméennes, avant de sombrer dans l'oubli. Señor, por los alimentos que nos ha proveído en el día de hoy. C'est une des provinces qui rapporte le plus au pays. Mais l'argent passe et reste dans les mains de certains membres influents du gouvernement. Colón doit redevenir la vitrine de Panama, particulièrement pour aider le développement du tourisme. Tous les Colonais espèrent que le gouvernement mettra tous les moyens possibles pour que Colón redevienne la petite tasse en or. À la sortie de Colón, les embouteillages et les enseignes publicitaires me guident vers une autre idée du monde. Le temple de l'économie mondiale globalisée s'est barricadé à quelques centaines de mètres seulement d'une ville asphyxiée. Je n'avais jamais vu un centre commercial comme celui-ci, grand comme une ville. Les navires du monde entier vendent leurs cargaisons avant de repartir chargés de containers. Des milliards de dollars transitent derrière ces murs aveugles. La fièvre du commerce frappe la zone libre de Colón et Francisco s'est installé à son chevet. Ça fait 25 ans que je travaille ici. Je vends des raspados, des bonbons, des boissons. Et j'attends les visiteurs comme toi qui viennent de partout. Ici, c'est une zone franche où tout se vend. Des produits internationaux. Tu veux quel parfum? J'ai ananas, citron, tamarin. Comme c'est un endroit international et que nous sommes en Amérique centrale, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent pour travailler. Il y a aussi beaucoup d'entreprises qui s'installent à cause du canal. Et puis il y a le port qui est très important pour nous à Panama, car ça amène beaucoup de gens. Le dollar coule à flot ici. C'est une vraie mine d'or.
Voilà ton raspado. J'ai repris la route jusqu'aux portes de la mine d'or, là où une poignée d'hommes orchestre un ballet de géants. Certains mythes font rentrer un voyage dans la légende. Le canal de Panama en fait partie. Je l'approche enfin. Pendant des heures, je reste là, assis sur le quai, à regarder fonctionner cette mécanique bien huilée. Ici, les hommes ont imaginé un univers démesuré, comme si le monde avait changé d'échelle. Sur cette planète géante, de puissantes locomotives tractent des mastodontes. Álvaro, adelante. Ah, sí, te están filmando. Ok, estoy en el bajo, voy a sacar el barco ahorita mismo. Pourquoi c'est délicat? Parce qu'il faut une grande expérience et beaucoup d'entraînement pour le conducteur de la locomotive. Tu as dans tes mains un équipement de 2 millions de dollars. Alors tu n'as pas vraiment le droit à l'erreur. Il faut donc éviter que l'angle du câble par rapport au bateau soit mauvais. Sinon, il peut faire sortir la locomotive des rails et l'entraîner dans l'eau. C'est ce qui peut arriver de pire. Il faut que ce soit les câbles qui contrôlent le bateau et pas l'inverse. Il y a une tension de 17 tonnes dans chaque câble. Les navires défilent pour entrer dans ce couloir de 80 km qui va leur en faire gagner 8000. Les plus gros laissent 250 000 $ au péage. La géographie de ce pays, c'est l'affaire du siècle. Ça t'impressionne tous ces bateaux? Oui, bien sûr que ça m'impressionne. Ces bateaux sont énormes et il y en a beaucoup. Tu peux voir, il y en a 4 en même temps là. Celui-là, il est énorme. C'est un des plus grands qui passe ici. Ça me plaît de voir des bateaux de grande taille car c'est très bon pour l'économie du pays. Et d'un point de vue personnel, je suis très fier. Car avec nous, les Panaméens, le trafic est plus important qu'à l'époque des Américains. Ma déambulation sur les quais de l'écluse de Gatun s'achève par un privilège. Je suis invité à grimper à bord d'un des remorqueurs du canal, celui de Francisco, qui termine sa formation de pilote. Tu envoies ta ligne. Vérifie bien que tous les marins aient leur équipement de sécurité. Après, tu t'accroches et tu appelles le pilote pour lui dire que tu es prêt pour travailler. C'est un pétrolier. Sa cargaison est dangereuse. Sa longueur est de 225 mètres et il fait 32 mètres de large. C'est un Panamax. Il a la taille maximum pour rentrer dans les écluses. D'un océan à l'autre, l'idée aussi ancienne que la découverte de l'Amérique a fait son chemin. Mon esprit embarque à bord de ces géants des mers. Je longe le canal dans le sillage de Christophe Colomb, du baron von Humboldt, de Ferdinand de Lesseps. Les aventuriers des 2 océans peuvent voguer en paix. La route des Indes existe. J'entre dans Panama City grâce à la panaméricaine que je ne quitterai plus jusqu'au passage de la première frontière de mon voyage, celle du Costa Rica. Je découvre Panama City un samedi. Les rues sont désertes, mais les files d'attente s'allongent devant les banques de la capitale. C'est le jour de la quincena. La quincena, c'est un jour de paye à Panama. Quincena, c'est la paye qui tombe tous les 15 jours pour ce que tu as travaillé. Et ça va être la fête ce soir, non? Oui, c'est sûr. Celui qui a de l'argent, il peut faire ce qu'il veut avec. Panama City est un paradis pour banquiers et un enfer pour le voyageur motorisé que je suis. Un enfer peuplé de Diablo Rojo, les diables rouges. Ces bus d'un autre âge sillonnent la ville et l'imagination des propriétaires s'affiche sur les carcasses brinque-ballantes.
Je saute dans celui de Juan et pars me noyer dans la circulation anarchique. Faut savoir conduire au Panama. Très bien même. Tu dois faire attention à celui qui est devant toi et celui de derrière pour ne pas avoir d'accident. Il faut tout le temps surveiller les rétroviseurs. Ah, ils n'ont pas payé ces gamins. Tu as 18 minutes de retard sur le bus qui est devant toi. Moi, je me réveille à 4 h du matin. Je fais mon premier tour à 5 h. Je fais 6 fois le parcours au total jusqu'à 10 h le soir. Je suis obligé de faire ça parce qu'il n'y a pas de travail. C'est dur de trouver un boulot au Panama, tu sais. Moi, j'aime ce travail car l'argent rentre facilement et rapidement. J'ai pas besoin d'attendre 15 jours pour toucher mon salaire. Moi, tous les jours, je gagne de l'argent. 30, 40, 50 $. Panama City est une drôle de ville. Ce genre de capitale où les univers différents se croisent et se côtoient chaque jour, en vivant à des années-lumière les uns des autres. Sur un parking, à 2 pas des gratte-ciel de Paitilla et du quartier financier, je tombe sur Khaled et Richie, qui cherchent leur salut dans la musique. Il faut terminer le montage du clip de celle-là, mec. Ouais, t'as raison. Il nous faut une super fille pour le clip, un truc sérieux. Cette partie-là, elle est géniale. Cette chanson a un message positif parce qu'elle est contre la drogue et la violence. Ouais, elle raconte ce qui se passe à Panama. Ce qui arrive tous les jours dans les quartiers. Dans le ghetto, en fait. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on vit tous les jours ici. Fais voir, monte un peu le son. El Khaled, una nueva generación, you know, Guatemala y Panamá, yo Centroamérica. Minsta Flow Clan, NGT Production, representando el ghetto, la buga. El Khaled, Minsta Flow. Yo, ready for the rest. Porque le hablan a los niños de marihuana. Si quieres tú fumarla, vete tú a fumarla, yo. Porque se meten con el inocente. Porque se meten con mi gente. Dímelo. Yo. Richie Daddy. Con el mago de los instrumentales. Elian. Y Fabulosa Estéreo. Mejor se daña. En Amérique centrale, on ne voit pas beaucoup passer de dollars. Il y a beaucoup de pauvreté. En fait, Panama est privilégié parce que nous, on a le dollar et on a le canal aussi qui nous rapporte beaucoup d'argent et qui nous rend la vie plus facile par rapport aux autres. Je ne suis pas en train de te dire que c'est facile de vivre ici, mais par rapport au Honduras ou à l'Équateur par exemple, ça va beaucoup mieux. La nuit étouffe la capitale depuis quelques heures. Je me perds dans les ruelles désertes du Casco Viejo, à la recherche d'un refuge climatisé. Sur les trottoirs, la température grimpe sans relâche. Je saute dans un bus et débarque sur une autre planète. La Chiva Barandera, les bus pour faire la fête, c'est quelque chose de très courant ici. C'est un moyen de passer un bon moment avec tes potes. La vie nocturne à Panama est géniale, c'est l'éclate. Tu peux chanter, tu peux danser, tu peux tout faire dans cette ville. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là, et la panaméricaine tangue en déroulant son asphalte brûlant sous mes roues. 48 000 km de l'Alaska à l'Argentine, un continent entier d'une seule traite, de quoi réveiller mon mal de tête.
Je veux revoir le Pacifique, aller me rafraîchir de l'air du large. Puerto Mutis est au bout du chemin, un bout du monde, arrimé à une jungle épaisse. Le petit port perdu monte la garde tout au fond d'une crique marécageuse face au Pacifique. Au large, croise l'une des autoroutes clandestines les plus fréquentées au monde, celle de la cocaïne, qui sort de la Colombie voisine pour inonder le nord de l'Amérique. À Puerto Mutis, c'est sûr, le Far West existe encore. Les grands bateaux sont ceux des autorités maritimes. Ceux que tu vois qui ont 4 gros moteurs sont ceux qui ont été confisqués aux trafiquants. Les autorités les ont saisis. Ce n'est pas l'État qui les a achetés. Ils ont été pris aux trafiquants de drogue. Il y a beaucoup de narcos qui passent par ici? Oui, c'est le Pacifique ici. Mais bon, c'est un vaste sujet que personne n'ose aborder. Pourquoi ils passent par là? À cause du canal, et puis ici, il y a la mer, la terre, l'air. Tout ce qu'il leur faut, en fait. Pilo, le pêcheur, me conte une autre histoire de marin, celle d'une île isolée au large. Un repère de pirates et de narcotrafiquants transformés en pénitencier. La loi de la jungle a quelque chose d'attirant. Je mets le cap vers Coiba. J'accoste à l'aube sur la plus grande île de Panama. Coiba est un de ces endroits où on a l'impression de contempler chaque jour le premier matin du monde. Le pénitencier de Pilo est bien là, dévoré peu à peu par la moiteur et la végétation. 1500 prisonniers ont vécu l'enfer ici. À l'intérieur du quartier disciplinaire, la chaleur et l'humidité sont intolérables. J'imagine les conditions de vie des détenus entassés dans ces cellules. Nul ne sait combien perdirent la vie dans cette prison. Il y avait dans cette cellule 9 à 10 prisonniers. Là, c'était la salle de bain, la douche pour se laver et les toilettes. Ici, tu peux voir que les prisonniers ont essayé de forcer la grille pour s'évader. Ils partaient 2, 3, 4 ou 5 jours en forêt pour tenter de construire des bateaux et s'échapper de l'île. À Coiba, les hommes ont oublié la valeur du temps. Le pénitencier est officiellement fermé depuis quelques mois, mais une poignée de détenus achève de purger sa peine. Qu'est-ce que vous faites? C'est à qui le tour pour la cuisine? C'est à Margarito. Il a fait quoi à manger aujourd'hui? Et le bois, tu es allé le chercher, Hilario? Chavez, toi tu t'occupes du nettoyage devant la base. Moi aussi, je vois cette île comme un paradis. Bien sûr que je la vois comme ça. La différence ici, c'est qu'on n'est pas entassé comme dans une prison classique. Ils vont peut-être me libérer cette semaine, mais il faudra peut-être que j'attende encore 5 mois pour retrouver la liberté totale. Après 18 ans et 5 mois de prison. Beaucoup de gens me posent la même question. Si l'île va me manquer dans le futur quand je ne serai plus ici? Qui sait? Peut-être que oui, peut-être que non. Tu as raison, Hilario. La liberté n'a pas de prix et même le paradis ne peut rien changer à ça.
En fonçant vers la frontière, je goûte davantage au bonheur de la route cet après-midi-là. Rien ne vaut l'asphalte et la liberté qu'il véhicule. Tu vas dans quelle direction comme ça? Je vais de Panama jusqu'à la ville d'Hidalgo, au Mexique. Ça me prend 8 jours. Tu peux pas rouler très vite, il y a des parties difficiles au Costa Rica. Il y a même de la piste, alors c'est très lent. L'éloge de la lenteur me plaît, je grimpe dans le camion de Dario. J'entame la traversée du deuxième pays de mon voyage. Le Costa Rica va lui aussi m'offrir ses deux océans. Le Pacifique d'abord et les forêts du parc du Corcovado, avant de grimper la cordillère de Talamanca pour aller visiter la côte Caraïbe. Je dévore mes premiers kilomètres au pays des forêts. La panaméricaine transporte la vie entre les deux Amériques et Dario l'arpente sans relâche. Il m'apprend la route. Ça me plaît beaucoup de rouler. Un des trucs intéressants dans ce boulot, c'est que tu visites beaucoup d'endroits. Mais comme pour tout, il y a des avantages et des inconvénients. Ce qui est dur, c'est que tu restes loin de ta famille. Tu passes 15 jours minimum, sans voir tes proches, tes enfants, ton épouse. Je ne roulerai que quelques heures aux côtés de Dario, avant que nos routes se séparent. Il poursuit vers le Nicaragua, je bifurque vers les forêts du parc national Corcovado. Je veux vite plonger dans ce miracle de la biodiversité, me noyer dans cette marée verte. Les forêts portent ici des noms de rêve. Elles sont pluvieuses ou nuageuses. Dans cette jungle détrempée, ma route devient piste. Mais au détour d'un virage, les arbres ne font plus la loi. Ils meurent pour que les hommes vivent. Ici, on fabrique des palettes pour l'exportation des bananes. Les arbres qu'on utilise sont cultivés dans des fermes. C'est du mélina. Ces fermes étaient déforestées et on les a replantées. Je pense que tout le monde devrait faire ce qu'on fait, exploiter le bois cultivé. Il ne faudrait pas toucher aux forêts naturelles. Le Costa Rica a classé le tiers de son territoire en parc national. Un fait unique au monde. Le pays s'est même débarrassé de son armée pour investir dans la protection des forêts. Malgré tout, le parc du Corcovado a failli succomber d'une poussée de fièvre. L'or se niche dans les rivières et attire les prospecteurs. J'entends leur appel du fond de la forêt. Je décide de les accompagner dans le lit de ce cours d'eau, source de tous leurs rêves. Au creux d'un méandre, la fièvre me guette moi aussi. De l'or là. Il y en a un peu qui est ressorti. Et tu en trouves beaucoup? Moi je sors 4 grammes, 2 grammes. Pas beaucoup. Ça dépend des jours. Et tu gagnes combien avec ça? 15 €, 50 € par jour. Des fois, juste de quoi se nourrir. Avant, il y avait des sociétés d'exploitation. Et s'il n'y a pas beaucoup d'or ici, c'est parce que la société a déjà tout prospecté. Pour en trouver, il faut grimper là-haut, dans les montagnes du parc national. Mais là, tu peux te faire arrêter par la police si on te trouve en train de chercher de l'or dans le parc. Les policiers te mettent des menottes et t'envoient en garde à vue. Et s'ils te reprennent une seconde fois, tu prends 3 ans de prison. Ils ne donnent aucune chance, même si on a des familles à nourrir. Moi, j'ai 2 enfants, et lui, il a sa mère et son père. L'or
ne suffit pas à me retenir dans les profondeurs moites du Corcovado. La route est mon filon favori. À la nuit tombée, je repars la prospecter. J'entame l'ascension des pentes de la cordillère de Talamanca. San Isidro m'ouvre la porte de la montagne de la mort, le Cerro de la Muerte. Le brouillard me cueille au sommet, à plus de 3000 mètres. De l'autre côté du col, je bascule vers San José, la capitale. San José possède tous les stigmates d'une ville terrassée par l'exode rural. La moitié du pays est venue se réfugier ici pour travailler. Moi, ça fait 18 ans que je travaille ici, sur la place de la culture, qu'on appelle la place des pigeons. En 18 ans, j'ai jamais raté un jour de travail. Il y a toujours des gens qui veulent une photo avec les pigeons. Il y a beaucoup de gens qui aiment venir vivre ici, à San José. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. S'il y avait plus de place, tout le monde viendrait vivre ici. San José ne retient pas ma curiosité. La capitale n'en finit plus de se relever des caprices de la géologie. Épuisée, essorée, elle attend que la terre se calme pour grandir à nouveau. Je préfère m'évader vers un autre monde, changer d'horizon. Au nord, les richesses de la côte Caraïbe m'attendent. Le poumon économique du pays s'appelle Puerto Limón. D'ici, le Costa Rica inonde l'Europe et l'Amérique de la banane, le fruit miracle. Je traîne sur le quai du principal port fruitier d'Amérique centrale. Sous le déluge, le travail s'est arrêté. On peut pas travailler quand il pleut. On est obligé d'attendre. Parce que l'eau, ça abîme les caisses de bananes. Ça te dérange pas que je te filme, toi et tes collègues? Non, pas de problème. On est des artistes, nous, tu sais. C'est du poulet frais. 2 parts pour moi, 2. Je ne me lasse jamais de ces moments partagés sur un quai d'embarquement, ces instants annonçant un grand départ. Carlos est l'homme orchestre de ce voyage imminent. Et lui, c'est sûr, il adore ce qu'il fait. Ici, nous avons toutes les garanties possibles. Nous avons une stabilité sociale incroyable. La seule chose que le gouvernement doit encore nous accorder, c'est la liberté syndicale. Les derniers gouvernements ont un peu oublié les ouvriers. Si je devais renaître 5 fois, je demanderais à Dieu que ce soit au Costa Rica. Parce qu'il n'y a pas pour moi, il n'y a pas 2 pays comme le Costa Rica. Ça, c'est ma fierté, d'être né sur cette terre de liberté, d'espoir, de qualité. D'être né ici, au Costa Rica. Le paradis de Carlos a le goût du sel et la couleur des tropiques. Cette côte vit au rythme des îles toutes proches. La Caraïbe n'est pas loin, la Jamaïque non plus. Je m'appelle Beto. Et je vais surfer un peu parce qu'il y a des bonnes vagues aujourd'hui. Ceux qui connaissent savent qu'il y a plus de vagues quand il pleut beaucoup. Et oui. Tu surfes, toi? Un peu, ouais.
Alors, c'était comment? C'était très bien. Excellent. Et les vagues? Elles font 1 mètre de haut. Et j'ai pu faire quelques tubes. Mais je me suis cogné sur les rochers. Juste là. Je me suis fait mal. Je suis tombé comme ça, sur le dos. Au Costa Rica, toutes les routes vous ramènent à la forêt. Celle qui me conduit à la frontière bute sur une majestueuse vigie qui émerge de l'océan verdoyant. L'Arenal est une sculpture parfaite de la nature. Un volcan conique, menaçant et actif. L'accès à ses flancs est strictement interdit. Je me rabats sur la jungle qui grandit à ses pieds, ignorant le monstre. Donald a le regard de ceux que la forêt émerveille. Sous le parapluie végétal, des heures durant, il scrute et étudie chaque détail d'un monde grouillant de vie. Je pars avec lui écouter le murmure de la nature. C'est une petite grenouille rouge. Elle est venimeuse parce qu'elle a des toxines sous la peau qui peuvent engendrer un arrêt cardiaque si on la touche. Là, elle chante. Oh, preciosa. La protection de la forêt, de la flore et de la faune est une loi ici. Une loi qui peut te faire condamner à de la prison. Ce pays est un exemple de préservation de l'environnement au niveau mondial. Notre pays a plus de programmes de protection que le Brésil, par exemple, qui est 100 fois plus grand que le Costa Rica. C'est un pays où tu peux étudier une grande variété d'espèces, de faune et de flore. C'est comme un livre ouvert, où tu apprends chaque jour. L'Arenal m'aura offert ses forêts, mais pas le spectacle de ses colères. Qu'importe, le pays des volcans est ma prochaine étape.